MP l'émission, c'est parti, bienvenue. Je suis Jérôme Mérand, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de MP l'émission, présentée par Machine Production. Rendez-vous ici tous les mois sur notre page Machine Production TV pour un live de news, de rencontres et d'échanges. Et pour ne pas rater chacune de nos émissions, abonnez-vous à notre chaîne Machine Production TV. Au sommaire de l'émission, nous allons décrypter l'actualité de l'industrie mécanique et pour cette nouvelle émission, focus sur l'automobile avec trois grands experts. Vincent Collet, responsable du marché automobile au CETIM, Antonio Vaz, directeur ingénierie process mécanique pour le groupe Renault, et Patrice Duhaut, expert leader process mécanique du groupe Renault. Le parc automobile doit s'électrifier d'ici 2035 en Europe. Quelles solutions technologiques intermédiaires proposent les constructeurs avant cette date fatidique? Du moteur hybride ou tout électrique, voici ce qui va changer pour les sous-traitants de pièces mécaniques. Alors Vincent Collet, bienvenue. Bonjour à tous. Antonio Vaz, bienvenue. Bonjour. Et Patrice Duhaut, bienvenue. Bonjour. Alors Vincent Collet, avant que le parc auto ne bascule en tout électrique, quelles innovations avez-vous repérées en matière d'hybridation des véhicules? L'hybridation, dans un premier temps, va toucher principalement le groupe motopropulseur. On perçoit déjà, pour hybrider des véhicules, l'ajout d'un moteur électrique, l'ajout d'une batterie supplémentaire, une évolution sur les boîtes de vitesse, et puis également la nécessité d'ajouter un chauffage additionnel dans le cas du fonctionnement pur électrique. Donc ça amène des nouveaux besoins de validation, mais ça amène aussi un besoin d'accompagnement de la profession, que ce soit au niveau de la production ou au niveau des métiers, et ce, pour tout l'ensemble de la filière, c'est-à-dire les donneurs d'ordre et les différents niveaux de sous-traitance. Et l'hydrogène alors? Alors l'hydrogène et les biocarburants vont être aussi importants dans cette phase de transition vers l'électrification totale. On imagine pouvoir, il y a des travaux en ce sens en termes de recherche en ce moment, pouvoir injecter de l'hydrogène dans les carburants actuels et avoir des moteurs qui fonctionnent avec un carburant mixte, ce qui permettra de réduire les émissions également de nos véhicules en gardant le même type de motorisation. Mais ça, c'est une transition. L'étape d'après, c'est un moteur qui fonctionne complètement à l'hydrogène, soit au travers d'une pile à combustible ou encore un moteur directement à hydrogène. Ça peut être un moteur type thermique, alimenté par l'hydrogène, c'est ça? Oui, il y a des sociétés qui y travaillent. D'accord. Alors chez Renault, quels sont les enjeux technologiques dans la construction des véhicules hybrides? Alors il y a déjà Patrice? dans un premier temps l'aspect produit, donc les enjeux produits. Alors il y a un premier volet qui est finalement le packaging, c'est un peu la crise de logement. L'arrivée du véhicule électrique, c'est de la recherche en fait de volume. Alors le premier sujet c'est la batterie. Parce que la batterie, en fait, aujourd'hui, prend une dimension de plus en plus importante. Et plus lourde aussi. Et beaucoup plus lourde, tout à fait. Et elle est liée aussi à la chimie, puisqu'il y a des évolutions de chimie. Et donc, en fait, ça a un impact direct sur, finalement, le volume disponible dans le véhicule. Le deuxième sujet, c'est le moteur électrique, le groupe motopropulseur électrique dans son intégralité, puisqu'on recherche plus de puissance dans un environnement de plus en plus petit. Donc c'est un aspect qui est très important à souligner. Et puis le troisième point qui est important aussi, c'est finalement un volet d'autonomie qui est aussi important, où on recherche finalement de réduire les frictions, tout ce qui est des pertes. Et puis pour terminer dans les enjeux produits, on a aussi l'aspect acoustique, puisque la perception du conducteur dans son véhicule, dans son habitacle, sur un véhicule électrique n'est pas le même que sur un véhicule thermique. On y reviendra un peu plus tard, effectivement, ouais. Voilà, donc ça c'est un enjeu important. Et puis il y a l'aspect économique, puisqu'aujourd'hui, dans le véhicule électrique, on n'est pas aujourd'hui optimisé. Donc on travaille activement aussi sur ces sujets, puisque on apporte de la valeur, de la technologie. Et donc l'objectif pour le client final, c'est que le véhicule soit à un prix raisonnable. Antonio, peut-être voulait rajouter quelque chose sur
sur les véhicules hybrides. Quelques compléments pour montrer les impacts process, puisqu'en fait on voit les nouveaux produits arriver. Quels sont les différents impacts process? Quand on parle de crise du logement dans l'habitacle du véhicule, eh bien ça veut dire qu'il va falloir qu'on miniaturise tous nos groupes motopropulseurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans un véhicule hybride ou électrique, on a plusieurs grandes fonctions. On a la fonction électrique de puissance, on a la fonction machine électrique, on a la fonction transmission de puissance, donc les boîtes de vitesse ou les réducteurs, et la fonction batterie. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces fonctions sont superposées les unes à côté des autres. Dans le futur, l'idée, c'est d'arriver à intégrer tout ça dans un seul ensemble pour miniaturiser, donc réduire toutes les interfaces et avoir le maximum d'intégration verticale de ces sous-fonctions dans un même bloc. Ça, c'est la première grande orientation, réduire, miniaturiser. Dans des composants de plus en plus petits, c'est ça? Des composants mécaniques plus petits? Des composants mécaniques peut-être plus petits, mais surtout réduire les interfaces. Par exemple, au lieu d'avoir un carter qui héberge l'électronique de puissance qui est en parallèle d'un carter qui héberge la transmission, on va avoir un seul carter qui va globaliser, qui va héberger les deux fonctions. Donc ça, c'est la première tendance. La deuxième, alors avec des effets importants sur les matériaux. Globalement, on voit que pour alléger les véhicules, on va déployer de plus en plus l'aluminium. Avec des nuances nouvelles? En fait, aujourd'hui, on utilise les nuances qu'on injecte en haute pression, donc ça restera, je pense, le standard. Mais avec l'arrivée de circuits de lubrification intégrés, je pense qu'on aura de plus en plus de gravité aux basses pressions qui viendront permettre de faire toutes ces fonctions de lubrification intégrées. Donc effectivement, il y aura un mix entre les deux technologies. Le deuxième sujet, c'est donc en termes de matériaux, comme je vous le disais, on a davantage d'aluminium, on aura toujours d'acier pour les pièces tournantes et les pièces très sollicitées comme la pignonnerie d'une boîte de vitesse. Mais on voit globalement disparaître tous les matériaux de type fonte. Historiquement, les carters cylindres de moteur diesel étaient en fonte, ça va disparaître et globalement, on aura plus de fonte dans nos groupes motopropulseurs, hormis dans les pièces de châssis, les disques de frein, les choses comme ça. Donc ça, c'est les impacts, je dirais, de miniaturisation. Après, il y a une autre dimension qui est très importante. Patrice a parlé de réduction des coûts. Dans l'industrie grande série, il faut qu'on maîtrise les coûts. Et donc aujourd'hui, un véhicule électrique ou hybride est relativement cher. Il est vendu à base de beaucoup de subventions et d'incentives. Donc il faut qu'on réduise les coûts. Pour réduire les coûts, je considère qu'aujourd'hui, un outil industriel de moteur électrique doit gagner à peu près 20% de productivité. C'est-à-dire quand je compare la performance industrielle des lignes de production d'un moteur thermique à celle des lignes de production d'un moteur électrique, on est décalé d'à peu près 20%. Et ça, c'est dans les génétiques historiques de tous les fournisseurs de biens d'équipement et de standards du marché de moteurs électriques. Donc on doit ramener via l'industrialisation dans l'automobile un saut en termes de performance de 20%. Donc ça c'est le premier point. Et puis deuxième point, c'est que on a besoin dans l'industrie grande série beaucoup de stabilité. Puisqu'on ne peut pas contrôler les pièces à 100%, on en fait trop, à moins d'une pièce à la minute, il faut qu'on ait un process très stable. Et aujourd'hui, je m'aperçois que dans les process liés à l'électrique ou à l'hybride, on a encore beaucoup de choses qui sont difficiles à stabiliser. Et donc on a besoin de rechercher, de faire des recherches et des actions, et ça je m'adresse à tout le milieu des fournisseurs de biens d'équipement et tous les universitaires. Il faut travailler pour mieux maîtriser tous les paramètres influents qui font que dans le futur, une ligne de production de moteurs électriques et hybrides devra être très stable et très robuste par rapport aux différents paramètres qui peuvent influencer cette stabilité. Et on a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Une question me brûle les lèvres, c'est sur la fabrication additive. Est-elle déjà déployée pour construire la voiture à faible émission de CO2, Vincent? La fabrication additive aujourd'hui reste dans l'automobile embryonnaire. Malgré tout, on l'utilise de plus en plus sur des applications comme les prototypes ou les petites séries. Par petites séries, j'entends des séries spéciales, on va avoir de la personnalisation de certaines fonctions, ou alors des véhicules premium qui sont fabriqués à très petite série, où mettre en place un outil de production dédié serait certainement plus coûteux. Donc dans ces cas-là, on va avoir de la fabrication additive, et on voit que ça touche différents matériaux. Demain, on imagine cet emploi pour de la grande série, et notamment dans des fonctions liées à l'électrification. On a des réflexions et des travaux, notamment en utilisant le cuivre, pour faire de la conduction à l'intérieur des packs batteries entre les cellules avec des circuits
avec des formes très spécifiques. Et là, la fabrication additive a tout son intérêt. Je peux apporter un commentaire. Pour l'industrie automobile, en tout cas pour chez Renault, on est tout à fait en phase avec cette orientation. En tout cas, aujourd'hui, on a déployé les impressions 3D métal dans les prototypes et dans les outillages. Donc ça, c'est déjà une actualité. On a acheté des machines et on a associé d'ailleurs un partenariat avec le CETIM pour faire monter en compétence nos équipes. Pour tout ce qui est impression 3D plastique, c'est déjà, je dirais, au plus proche des usines. Donc on a beaucoup de machines qui sont dans nos usines et qui sont utilisées par nos opérateurs pour fabriquer des pièces principalement d'outillage. Par contre, en ce qui concerne le déploiement en industrie de masse, à grande échelle, je considère qu'on n'est pas encore au bon niveau de productivité et on s'aperçoit qu'on a aussi à franchir le pas du traitement de tout ce qui est HSE, hein, les sujets de traitement des poudres, manipulation des poudres. Ça reste un sujet de préoccupation qui nécessite beaucoup de protection et je considère qu'aujourd'hui on n'est pas prêt à franchir le pas pour construire une usine à grande série avec de l'impression 3D métal à lit de poudre par exemple. Alors, vous souhaitez poser une question à nos invités, inscrivez-la en commentaire sous la vidéo et nous leur transmettrons. Alors quels sont les composants mécaniques stratégiques dans un moteur électrique, Vincent? Dans un véhicule électrique, on trouve un certain nombre de composants stratégiques, la batterie, l'électronique de puissance, mais je voudrais surtout parler du groupe motopropulseur, le moteur et le réducteur. Dans ces éléments, on trouve des fonctions mécaniques stratégiques. Et ce moteur, entre le passage du moteur à combustion et le moteur électrique, a vu sa vitesse considérablement augmenter. On passe d'une vitesse maxi qui va de 7000 tours à 25 000, peut-être demain... Tours minute, pardon, oui. Demain, 30-35 000 peut-être. Ça veut dire que on ne va pas forcément utiliser les mêmes matériaux pour réaliser les différents composants et du coup, on ne va pas les usiner de la même manière. Donc ça implique pour toute la filière qui travaille sur ces moteurs et ces composants de faire évoluer leur process et puis souvent faire appel à une certaine expertise pour voir les problématiques. Et là, on a développé une certaine méthodologie d'accompagnement. On est sollicité par rapport à cet accompagnement d'expertise. D'accord. Chez Renault, alors, comment ça se passe pour ces composants stratégiques dans le véhicule électrique, l'usinage est important? Je retrouve effectivement l'ensemble des sous-fonctions qui ont été évoquées. Je voudrais commencer par un aspect très important pour nous, c'est avant de parler de composants, je voudrais parler de système. En fait, ce qui me semble très important dans l'industrie automobile, c'est d'abord d'être capable de contrôler, de maîtriser le système hybride ou électrique, c'est-à-dire cet ensemble qu'est l'électronique de puissance, la batterie, le moteur électrique, éventuellement le moteur thermique pour les hybrides. Donc tout ce système, c'est le sujet qui est le plus complexe à mettre au point et donc à contrôler et à maîtriser pour ensuite le livrer à notre client final. Donc ça c'est le sujet le plus important. Ensuite, dans les différentes sous-fonctions, moi je mettrais en première l'électronique de puissance. C'est là où on a le plus de ruptures technologiques à faire en termes de fabrication, en termes de conception. Et donc, dans la chaîne de valeur, l'électronique de puissance va prendre de plus en plus de poids. Deuxièmement, toute la chaîne de transmission, c'est-à-dire les transmissions, parce que ça transmet de la puissance avec des conditions d'acoustique qui sont de plus en plus exacerbées. Donc ça devient un sujet, je dirais, de premier niveau. Et puis ensuite, bien sûr, la machine électrique, avec son rotor, son stator, on voit des évolutions technologiques qui arrivent sur le marché. Il y a déjà beaucoup d'acteurs, que ce soit des fournisseurs de OEM ou des sous-traitants qui sont sur le marché. Mais voilà, je placerai les trois dans cet ordre. Alors l'autre challenge des constructeurs de voitures électriques est la perception du bruit dans l'habitacle, les fameux bruits solidiens. Alors sur quels organes mécaniques travaillent-ils pour les éliminer, Vincent? Alors les bruits solidiens concernent tous les bruits de transmission, j'ai envie de dire mécaniques, et du coup ça touche beaucoup de composants. Tous les organes de la chaîne de transmission, le moteur, le réducteur, tous les éléments châssis divers et variés, mais aussi dès l'instant où on utilise un moteur électrique qui fait très peu de bruit, on perçoit de nouveaux bruits, comme les bruits par exemple des compresseurs de climatisation. Et les équipementiers, aujourd'hui, sont très sollicités pour réduire le bruit de leurs composants. Alors, pour cela, il y a un certain nombre de solutions qui existent, notamment travailler avec des systèmes d'optimisation vibroacoustique, où on peut utiliser des antennes acoustiques, on a aussi des solutions avec des jurys d'écoute,
pour caractériser ces bruits. Des jurys d'écoute. Seulement des jurys d'écoute, oui. Et, qui ont l'oreille fine. Qui ont l'oreille fine et qui, du coup, peuvent caractériser ces bruits. C'est un vrai sujet et on est très sollicité sur ce genre de sujet aujourd'hui par les équipementiers notamment. Alors, chez Renault, comment ça se passe, Patrice? Chez Renault, en fait, d'abord, un moteur électrique, c'est d'abord de la mécanique en rotation. Donc, ça, c'est un point important. Et le bruit solidien comparé au bruit aérien, il est vraiment prépondérant sur le groupe motopropulseur, sur la perception par le client final. Donc, les inducteurs, en fait, de bruit aujourd'hui sont principalement la transmission. Donc, dans la transmission, vous avez de la denture, vous avez de la lubrification. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, comparé, on va dire, à une boîte de vitesse, on travaille sur les 4 cadrans, c'est-à-dire qu'on a des vitesses et des attaques de denture qui travaillent à la fois sur des couples positifs et des couples négatifs. Et donc, l'approche d'un point de vue usinage n'est pas du tout la même que sur une boîte de vitesse conventionnelle. Dans les autres points aussi qui sont importants à considérer, c'est que vous avez l'équilibrage du rotor, qui fait partie aussi, qui est un inducteur potentiel. Vous avez également l'accouplement, qui est aussi un point important entre le moteur électrique et toute sa chaîne de transmission. Donc ça, ce sont les inducteurs. Derrière ça, Renault en fait travaille activement en fait sur tous ces inducteurs de bruit. Il faut savoir que l'aspect transmission et puis l'aspect équilibrage rotor, Renault a déjà un savoir-faire certain puisque c'est issu en fait de notre savoir-faire conventionnel sur les vilebrequins et sur les boîtes de vitesse. Donc je dirais que on a déjà un gros développement et aujourd'hui c'est un de nos axes forts sur lequel on s'attaque activement sur les bruits. Donc ça c'est vraiment un des points. Autre sujet aussi, c'est avec nos fournisseurs de biens d'équipement. On s'attache aussi à travailler aussi avec eux, ils nous accompagnent sur les différents procédés, de l'amont jusqu'à l'aval. Donc on trouve notamment le taillage, la rectification. Sur les assemblages, c'est les tests NVH, donc de bruyance. NVH, Noise Vibration Harmony. Et en fait, c'est un terme anglophone qui correspond finalement à la traque en fait de la bruyance sur nos bandes d'essai fin de chaîne après que notre organe soit complètement assemblé. Donc ça, c'est très important puisqu'en fait, on a un dispositif qui est complètement asservi où on travaille, on mesure l'aval et on remonte le dispositif pour s'attaquer à l'amont. Donc pour identifier finalement les différentes harmoniques qui sont captées et qui finalement auront un impact direct sur le véhicule. Donc toute la chaîne, on va dire, est sous surveillance, y compris sur le test véhicule, c'est-à-dire dans l'intégration du GMPE dans le véhicule, il y a des tests finaux. Et au-delà de ça, on arrive à finalement corréler l'ensemble en fait de la chaîne de contrôle, que ça soit à la mécanique ou au véhicule. Est-ce que de nouvelles exigences sont demandées en matière d'usinage, Antonio, pour ces pièces-là, justement? Effectivement, dans une boîte de vitesse manuelle traditionnelle, on était sur de la qualité 8 avec des pignonneries rasées. Aujourd'hui, avec les moteurs hybrides ou électriques, où globalement on a basculé sur la rectification et on imagine même des nouveaux process de superfinition qui améliorent encore l'acoustique ou la qualité de la denture. Donc ça, c'est en train de se déployer et c'est l'actualité. Donc voilà, ça c'est le point de rupture majeur pour la pignonnerie. Alors Patrice ou Antonio, si en Europe le parc auto devrait être tout électrique dès 2035, qu'en est-il des autres pays? L'Europe est toujours le précurseur dans les améliorations de technologies liées aux émissions. Donc on pense qu'il y aura un déploiement de ces technologies dans le monde entier, mais elle se passera à un rythme moins soutenu qu'en Europe. Donc, pour accompagner ces technologies, bien sûr, on continuera à fabriquer localement au plus proche de nos clients, comme c'est le cas aujourd'hui, puisqu'en fait, parmi les 12 ou 13 usines de mécanique que possède Renault, ces usines sont localisées depuis la Corée jusqu'au Chili, donc au plus proche de nos clients, et elles s'adapteront en fonction des transitions de technologie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il restera encore beaucoup d'opportunités pour les technologies liées aux motorisations conventionnelles dans ces régions, en attendant qu'elles franchissent le cap de l'électrification. Patrice, quels seront ces moteurs thermiques en dehors de l'Europe qui seront fabriqués dans vos usines? En fait, on peut considérer qu'en Europe, comme l'a dit Antonio, on est précurseur. Donc ça veut dire que la logique de développement des moteurs sur les pays,
on va dire en voie de développement, Mercosur, vont finalement capter ces technologies qui sont déjà matures au sein de l'Europe et petit à petit, en fait, participeront à l'atteinte en fait de l'électrique. Mais l'électrique n'est pas encore pour demain dans ces zones. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est que le moteur thermique n'est pas mort dans ces régions. Et donc ça, c'est un point quand même important, c'est qu'on aura toujours à fabriquer des moteurs avec des culasses, des carterciens, des vilebrequins. Donc les pièces mécaniques dans son intégralité. Bon, c'est un espoir pour nos sous-traitants mécaniciens. Vincent, peut-être un commentaire sur cette après 2035 et puis dans le marché européen et dans le reste du monde. Ce qu'on peut rajouter par rapport à ça, c'est que la filière va devoir se préparer par rapport à cette transition. On a aussi un rôle d'accompagner les différents sous-traitants de la filière automobile pour pouvoir continuer de travailler avec ces technologies existantes sur les moteurs thermiques, les préparer vis-à-vis des nouvelles technologies qui vont arriver avec l'hybridation et avec l'électrification. Si on pense au-delà de 2035 et même un petit peu plus tôt, j'ai envie de dire, pour les véhicules utilitaires, on va voir arriver des variantes sur l'hydrogène et du coup, ça va nécessiter aussi des nouveaux développements. Donc là, pour les sous-traitants, il y a aussi un enjeu de diversification et de découverte de ces nouvelles technologies et se préparer pour pouvoir travailler avec ces nouvelles technologies d'électrification et de fonctionnement du moteur à hydrogène. Ce sera donc le mot de la fin. Vincent, Antonio, Patrice, j'étais très heureux de vous recevoir, mais restez encore avec nous, car on adore les bonnes nouvelles, surtout quand elles proviennent de notre belle industrie de la mécanique. C'est l'heure de notre rubrique MPL News. Tout va pour le mieux dans la meilleure des industries. Des entreprises investissent dans des machines et systèmes de dernière génération. On peut citer Nomila Engineering avec un centre d'usinage 5 axes remis pour fabriquer de belles pièces. Savoir Rectification s'est équipé d'une rectifieuse cylindrique Studer. Hydroloduc dispose maintenant d'une cellule dédiée avec 3 centres d'usinage Heller. L'industrie embauche toujours. Top Solid recherche un consultant ERP, des techniciens support et CFAO post-processeur. Le groupe La Roche recherche un alternant pour des missions QSE et de bureau d'études. CBMA recherche un opérateur régleur sur centre d'usinage à commande numérique. Yaskawa recherche des techniciens d'installation robotique et SAV, des technico-commerciaux itinérants et sédentaires. Retrouvez toutes ces annonces complètes et bien d'autres encore sur notre site machineproduction.fr, espace emploi. Fin septembre, Maxon France a inauguré son centre de production et d'innovation dédié au système mécatronique près de Lyon. L'inauguration de l'entreprise MS Outillage, activité outils coupants, s'est tenue le 21 octobre à Maglan en Haute-Savoie. Machine Production fête ses 50 ans ce mois-ci. Nous sommes fiers de vous accompagner depuis toutes ces années. Longévité à tous. Beaucoup de recherche d'emploi, beaucoup d'investissements dans les ateliers. Nos entreprises continuent de se moderniser. Retrouvez toutes ces informations sur notre site machineproduction.fr. Que la meilleure des industries soit avec vous. Alors, si vous cherchez un emploi ou un candidat, rendez-vous désormais sur la page emploi de Machine Production sur le site machineproduction.fr. Alors, Vincent Collet, je rappelle, vous êtes responsable du marché automobile au CETIM. Antonio Vaz, directeur process mécanique du groupe Renault. Et Patrice Duhaut, expert leader process mécanique du groupe Renault. Merci beaucoup de votre participation. Ce fut un vrai plaisir d'échanger avec vous ici, dans notre studio de Boulogne-Billancourt. MP l'émission c'est terminé. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci aux équipes techniques. On se retrouve très prochainement pour MP l'émission numéro 7 qui sera consacrée au médical. D'ici là, notre industrie aura encore progressé. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux Machine Production et n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette émission. À très vite!